Buongiorno tifosi, comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez bien dormi après cette, il faut le dire, déception de notre cher Juventus qui hier a fait un match nul contre le Napoli dans un match direct pour la qualification à la quatrième place. Pour ma part, je suis encore un peu déçu, je vais pas le cacher. Par contre, on est là encore le jour après pour en parler parce qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai pas pu citer hier dans la live, parce que vous savez, dans la vidéo, parce que vous savez, je vous la fais tout de suite après la fin du match, alors qu'après il y a eu les déclarations, par exemple de Massimiliano Allegri, et je voudrais dépenser quelques mots, et puis peut-être une analyse un peu plus fine de ce qu'on a pu faire hier soir sur le match en lui-même, et puis voilà, on discute un peu de l'actualité et tout ça, tout ça. Petit rappel, like, petit commentaire, follow, donc la petite cloche vous permettra d'être mis au courant quand je poste une vidéo. Et on commence tout de suite les nouvelles du jour. Et partons déjà avec ce que Massimiliano a dit après, Massimiliano Allegri, c'est pas mon pote, a dit après le match d'hier soir, je vous lis textuellement. C'était un match direct. Textuellement, ça ne veut pas dire que c'est exactement les mots qui a sorti de sa bouche, du moins j'espère par rapport à la source qui les explique, mais dans tous les cas, je vous dis ce que j'ai devant quoi. C'était un match direct, Naples a joué un bon match nous aussi. Nous aurions pu prendre la tête, donc marquer un premier, mais nous avons été un peu trop imprécis dans les 20 derniers mètres, et là, qu'est-ce que c'est vrai? Ça, c'est moi qui le dis. Après égalisation, nous avons eu 3 ou 4 minutes de bonne pression, mais nous avons commencé à moins jouer le ballon et nous étions un peu stressés. Nous voulions gagner pour remonter le classement, mais nous voyons les choses de manière positive. Il reste inchangé, du moins par rapport au Naples, et il faut considérer aussi, je rajoute, que l'Atalanta n'a pas joué hier, donc ils ont un match à récupérer. Le Milan, lui, a gagné, l'Inter a aussi un match de récupérer, mais tellement elle est loin que peu nous importe. La Lazio fait aussi un match nul, ce qui nous arrange. La Roma n'a pas gagné, ce qui nous arrange, et on la rencontrera dimanche. Mais bref, il dit inchangé, mais ça... c'est resté inchangé uniquement vis-à-vis du Naples et de la Lazio. Ce soir, l'équipe a joué un bon match contre un bon Napoli qui a réussi à nous mettre en difficulté. En général, nous devons commencer à marquer plus. Aujourd'hui, nous avons vu de bonnes choses. Chiesa a marqué et les ballons morts ont été un peu mieux exploités également grâce aux insertions des milieux de terrain. Nous y travaillons et je pense que le reste viendra naturellement. C'est pas cité dans la source, mais je l'ai lu à plusieurs endroits, donc j'imagine que c'est quelque chose qu'il a dit vraiment. Je fais confiance aux sources où je l'ai lu. Il l'aurait aussi dit, je vous répète, je suis en train de vous enregistrer la vidéo, donc je peux pas écouter un live, c'est dire. Il aurait dit... après l'égalisation, j'ai demandé à mes joueurs de ne pas se faire emporter par le stade, parce que le stade a quand même eu un moment d'excitation après l'égalisation, et de se calmer pour pas se faire enfiler un contre en fait. Or, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? D'abord cette dernière phrase. C'est du Max Allegri tout craché et je trouve ça vraiment, vraiment dommage qu'il ait encore cette mentalité comme il l'avait sur la fin de son premier cycle. Parce que Massimiliano Allegri, c'est pas forcément le hyper défensiviste, le catenaccio comme on peut le connaître depuis sa dernière expérience, ou du moins la dernière partie de sa dernière expérience. Dans d'autres équipes, je nomme le Cagliari et je nomme une partie de la Juventus quand on jouait en 4-2-3-1 et qu'on arrive en finale de Champions League, il a su aussi exprimer un bon jeu. Le mystère reste intact. Est-ce que le bon jeu était donné par les joueurs ou est-ce que c'est lui qui l'infusait en entraînement et donc ça s'est vu sur le terrain? J'espère vraiment que c'est la deuxième, mais dans tous les cas, Massimiliano Allegri aujourd'hui ne peut pas venir vers moi et me dire j'ai demandé à l'équipe de ne pas se faire emporter. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu as marqué l'égalisation, tu dois t'enflammer pour aller chercher la remontada et gagner ce match, parce que ce match, il fallait le gagner. C'est vraiment outrageux qu'il ait dit cette phrase et ça nous fait bien comprendre qu'en fait,
il est tellement incertain de l'équipe en ce moment qu'il préfère se défendre et ne pas subir de but au lieu d'aller attaquer et gagner les matchs. Et ça, c'est dû à l'incertitude qu'il a de ses joueurs. C'est vrai, comme il le dit dans sa déclaration, qu'on a vu des bonnes choses, on ne va pas se le cacher. Le fait que Chiesa a eu cet entrain alors que ça faisait 1 mois et demi qu'il ne jouait pas, clairement c'est un leader et ça c'est un très bon signe pour l'équipe. Le fait que Dybala rentre aussi bien dans un match, après comme je vous disais hier soir, il s'est un peu perdu à mon sens, mais quand même il a bien commencé cette nouvelle année. Ça c'est des bons signaux. Je peux vous citer De Ligt, Cuadrado, Locatelli, même s'il était un peu brouillon dans la première mi-temps, mais il a fait des changements de terrain, hein, des lancers de 40 mètres qu'on n'a pas l'habitude de voir à la Juventus. Tout ça, c'est des signaux positifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses négatives de cette Juventus perdurent et que je ne m'explique pas comment ça se fait que des gens comme Alexandre, Rabiot et j'y mets encore un peu, et je dis pourquoi un peu Morata, c'est les 3 pires pour moi d'hier soir, continuent à être titulaires dans cette Juventus. Je me l'explique pas. La seule chose que je peux penser, c'est que Rabiot continue à être titulaire parce que c'est le seul gaucher au milieu de terrain. Et comme ailier gauche, Allegri veut un ailier gaucher parce qu'il doit toujours avoir le ballon sur le bon pied pour relancer vers le milieu, apparemment. Et que hier soir, Pellegrini avait encore une petite syndrome grippal, donc il n'était pas sur le terrain, mais il y avait des chilles. Pourquoi Alexandre a joué? Et le premier but, si vous le regardez, il est à 70% de la faute d'Alexandre. Parce que je vous disais hier, il fait 2 pirouettes, l'une après l'autre, d'abord sur Politano, et après sur Mertens qui arrive pour la frappe. Il fait 2 pirouettes, il est totalement désorienté, et on se fait enfiler. Rugani a aussi des responsabilités, parce qu'au lieu de se tenir droit et occuper plus de volume avec son corps, il se met de côté et donc là c'est sûr que tu vas occuper moins de place et enfin, tu donnes plus de chance au ballon de passer et en plus s'il était en mode pantin je bouge pas. Mais bon, le 70% de l'erreur sur le but c'était Alexandre à mon sens. Donc, qu'on nous explique comment ça se fait qu'on continue à investir sur ces 2 joueurs-là et qui sont, à chaque fois qu'ils sont disponibles, ils sont titulaires. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Ensuite, parlons d'autre chose. Pas des choses forcément plus gaies, mais voilà. Il Mattino, aujourd'hui, un quotidien italien, pas forcément sportif, de chronique générale, nous dit que la Juventus pourrait effectivement envisager de faire un recours en justice pour les 3 joueurs qui ont joué hier dans le match. Mais bon, à mon avis, si Alexandre, Rabiot et Morata ont joué, c'était un choix de la Juventus. Ah, ça c'était une blague. Bien entendu, c'est pas les 3 joueurs cités de la Juventus parce que j'aurais aimé qu'ils ne jouent pas. Le Mattino entend dire par là que Lobotka, Zielinski et Rahmani n'auraient pas dû jouer parce que l'ASL avait dit qu'ils devaient être en quarantaine. Malgré cela, le Napoli les a quand même mis sur le terrain et il Mattino nous dit la Juventus n'exclut pas de demander un recours. Or, à mon avis, ça se passera pas et je suis très content que ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas une équipe de bouffons qui va s'appeler à ces choses-là juste parce que le résultat ne nous plaît pas. La pelouse a parlé, c'était un partout. L'expected goals nous disent aussi que c'est un partout. On n'a rien à récriminer. Peut-être un petit, la touche de la main de Mertens dans la première mi-temps. Mais pareil, le terrain a parlé, on ne méritait pas de gagner ce match, on ne l'a pas gagné, donc on n'a rien à récriminer. Donc non seulement à mon avis la Juventus ne le fera pas, mais comme je vous dis, je suis même content qu'on accepte le résultat du terrain. C'est ça la Juventus, on accepte ce qui s'est passé sur le terrain. Ce qui est hors terrain, c'est toujours les autres qui s'appellent à ça.
aux arbitres, aux penalty non donnés, à la pluie et le mauvais temps, et à l'asle qui nous fait pas partir, et au fait qu'on pouvait pas, l'adversaire il n'aurait pas pu mettre 3 joueurs sur le terrain parce qu'ils étaient cas contact et non vaccinés avec la 3e dose. Ça, laissons faire ça aux autres. Nous, on est au-dessus de ça. Je vous propose maintenant de regarder un peu le site FBRF. C'est un autre site de statistiques, des statistiques un peu différentes, on va dire. C'est-à-dire ils ont leur propre moteur de calcul. C'est pour ça qu'ici, par exemple, vous retrouvez un expected goal qui est un peu différent de celui qu'on a vu hier sur Understat, qui donnait, d'ailleurs je l'ai ici je pense, ouais, Understat il est toujours là, vous voyez ça donne 1,08 et 1,88, ce qui veut dire que en gros le match nul il est plus ou moins le bon résultat, puisque toutes les deux équipes sont aux alentours de 1 en termes de buts qu'ils auraient dû marquer. Par contre FBRF nous donne 1,3 pour la Juventus et 0,7 pour le Napoli. Donc, à leur sens, ça veut dire qu'ils évaluent différemment la probabilité de but par rapport aux frappes qui ont été effectuées par les deux équipes. On le voit beaucoup mieux ici, comme je vous expliquais hier soir, mais comme il y a de nouveau, je vais le récapituler. Chaque point, c'est l'endroit où le joueur du Napoli a frappé. Et vous voyez que pour chaque, il y a un XG, donc un tir de cette position. Il est dangereux, 0,04. Un tir de cette position, il est dangereux, 0,012. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, que le 12% des fois où un joueur de n'importe quelle équipe dans les 5 plus grands championnats européens a tiré de cet endroit précis, il a marqué 12% des fois. Et donc ça, on attend un 0,12 but. Donc si on fait la somme de tout ça, on arrive à un expected goals global du Napoli à 0,88 et un expected goals de la Juventus. Vous voyez, on a beaucoup plus frappé que eux autour du rond du penalty. On le voit clairement. Ça veut dire juste que FBRF donne une autre valeur aux frappes, à la moyenne des frappes. Mais intéressons-nous joueur par joueur. Je vous ai mis le tableau des joueurs de la Juventus avec le numéro de touche. Donc dans l'ordre, c'est Locatelli qui a touché le plus de ballons. En plus, c'est De Ligt. Après, c'est De Ligt, Rugani et Cuadrado. Sachant que le seul qui a une phase d'attaque des 4, c'est Cuadrado. Les 3 autres touchent plutôt des ballons dans notre moitié du terrain et un peu dans le milieu de terrain. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on a eu une phase de construction qui a beaucoup stagné dans notre moitié de terrain. On a eu vraiment du mal à aller dans la moitié du terrain adverse. Si j'ordonnance le tableau par rapport au pressing effectué, on voit, comme je vous disais hier soir, que Morata a fait beaucoup de pressing. On est à 28 tentatives de pressing, Chiesa 20, McKennie 20, et on les voyait. Ça, c'est les 3 joueurs qu'on voyait le plus aller presser le Napoli, non pas forcément le porteur, parce que je vous disais hier qu'on a eu vraiment du mal à porter de la pression au porteur. C'est pour ça qu'ils arrivaient assez rapidement dans notre 3/4. Mais voilà, c'est les joueurs qui ont plus fait de pressing dans le match d'hier soir. Les blocages, c'est De Ligt qui gagne, ensuite Locatelli, et ensuite étonnamment Alvaro Morata et Chiesa. Je vous disais, il avait fait 2 blocages qui m'avaient beaucoup plu. Les joueurs plus dangereux, ça c'est les expected goals, on va pas se le cacher, c'est Federico Chiesa qui a frappé le plus. On voit qu'il a fait 8 tirs contre les 3 de McKennie qui est en 2e position. Bon, là je ordonnançais par rapport aux expected goals, mais bien entendu, le plus tu frappes, le plus t'es dangereux. C'est logique. Qu'est-ce que d'autre on peut voir? Expected assist, ça c'est les ballons d'assistance. Federico Bernardes qui se repropose comme étant notre meilleur passeur final en fait.
c'est pas très étonnant vu les derniers matchs qu'il a fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est le pourcentage de précision des passes. Alors quand vous voyez 100%, vous vous doutez, c'est parce que les deux joueurs en question, Moise Kean et Kulusevski, elles ont fait, elles sont les passes ici. Ah, voilà, ils ont fait 3 passes attempt, donc passes réussies 3, donc forcément si sur 3 passes et si surtout c'est des passes courtes, t'en fais 3, t'as 100%, donc c'est trop facile. Mais ce qui est remarquable, c'est que Rugani touche une précision de 95,5%, c'est très bon. Normalement, quand on dit qu'un joueur a fait un bon match quand il fait aux alentours de 90-92. Donc très bien Rugani, Alexandre étonnamment, mais c'est pas ça qui a fait le mauvais match d'Alexandre. Il n'est pas dû aux passes, il est dû au positionnement en phase défensive, au ballon perdu en phase de construction. C'est ça qui a fait son mauvais match en fait. Et après bien sûr De Ligt, il est toujours propre dans ses passes. On descend un peu pour Locatel, mais bon 90 c'est pas dégueulasse. Allez. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu. J'aime bien faire ces genres d'analyse. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît qu'on rentre un peu plus dans le détail comme ça. Ça permet, à mon avis, de factualiser les données, les notes que je donne à chaud. Pour moi, ça me permet de les factualiser avec des données et je trouve ça vraiment pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez. Maintenant, une petite nouvelle de Mercato. Il y a Ramsey qui va sûrement partir. Il y a une offre du Crystal Palace pour lui. On va voir si ça va se concrétiser dans les prochains jours. Espérons bien, mais comme vous le savez, le départ de Ramsey n'ouvre pas forcément le terrain favorable à une rentrée, que ce soit milieu de terrain ou attaquant, parce qu'en gros aujourd'hui, Ramsey est considéré un peu comme une appendice, quelque chose qui ne sert vraiment à rien. Je suis méchant, je sais, mais s'il part, en fait, ça ne change rien à l'économie du jeu de la Juventus. Donc pour que quelqu'un d'autre arrive, un attaquant ou un milieu de terrain, il faut que quelqu'un d'autre, potentiellement du même secteur du terrain, parte. Donc si par exemple on réussit à placer Arthur ou McKennie, qui a beaucoup d'intérêt aussi en première ligue, on pourra acheter un milieu de terrain. Si on arrive à placer Kulusevski, qui lui aussi a un fort pressing de l'Arsenal, ou Morata au Barcelone, on pourrait avoir why not 2 attaquants qui vont arriver. Mais vous le savez, c'est un marché qui est fait d'échanges, qui est fait d'occasions, et je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas pris certaines occasions, parce que quand on voit que Piontek va un prêt gratuit à la Fiorentina, toi tifoso Juventino, tu te dis mais genre on n'aurait pas pu prendre lui quoi, parce que comme attaquant disons réserve sur le banc, c'est pas dégueulasse. Certes, après, il nous faut quand même un attaquant de poids, mais un prêt gratuit, Piontek, qui a très bien fait au Genova, avait bien commencé au Milan, qu'il avait acheté 60 millions, je vous rappelle. Un Piontek aurait pu nous servir comme attaquant sur le banc, en attendant, bien entendu, d'avoir un autre coup, toujours en janvier, pour un attaquant un peu plus fort. Scamacca, Vlahovic. Un jour, il faudra vraiment que quelqu'un m'explique pourquoi on attend pour Vlahovic. Est-ce que d'ici juin, qui est dans 5 mois, on aura les 80 pour Vlahovic? Qu'est-ce que ça change entre aujourd'hui et juin? L'argent ne pousse pas sur les arbres de la Continassa. Et on ne peut pas espérer non plus faire une Champions League jusqu'à la demi-finale ou jusqu'à la finale. Donc l'argent, à mon avis, ne sortira pas non plus par la Champions League. Bref. En tout cas, mes amis, il y aura toujours de nouvelles. Si quelque chose se passe, je suis là, je vous l'apporte et on en discute ensemble. N'oubliez pas de liker et commenter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, l'inscription c'est bien, le follow, donc la petite cloche, c'est encore mieux parce que ça vous permettra, vous, d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos. Pour le moment, je vous salue, je vous dis fino alla fine, Forza Juventus.